Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui, la série qui vous fait découvrir le patrimoine et l'histoire de votre région. Les fêtes battent leur plein, j'entends les patineurs sur la patinoire de Oui, les illuminations sont dans toute la ville, je sens même une petite odeur de vin chaud. Mais qu'en était-il au tournant du siècle, il y a plus de 100 ans, début 1900? Comment nos aïeux passaient les fêtes de Noël avant le Père Noël? Oui, avant le Père Noël, avant l'électrification, avant les centres commerciaux. Asseyez-vous au coin du feu, prenez un petit vin chaud, un petit chocolat chaud et suivez-nous à travers le temps. En 1900, Oui est une petite ville industrielle et commerçante, mais la vie reste rythmée par le calendrier catholique. Il faut savoir que Noël ne correspond pas à la vraie date de naissance de Jésus. Les historiens situent quelque part entre le 7e et le 4e siècle avant notre ère. Sans jour précis. Si l'Église a choisi le 25 décembre au 4e siècle, c'est parce que cette date coïncidait avec les grandes fêtes païennes du soleil. Juste après le solstice d'hiver, quand la lumière recommence à grandir, en plaçant la naissance du Christ ce jour-là, les chrétiens ont voulu présenter Jésus comme la vraie lumière du monde, en remplaçant progressivement les cultes solaires par la fête de la Nativité. Noël, c'est la grande fête de la Nativité. La préparation commence dès l'Avent, avec des temps de prière, des privations, des confessions avant la fête. La nuit du 24 décembre, les rues sombres s'animent, on se rend à l'église, les familles arrivent à pied, parfois en carriole, depuis les villages alentours. Dans les nefs glacées, la lumière des cierges, l'odeur de l'encens et les cantiques de Noël transforment l'église en véritable théâtre sacré. Pour beaucoup de Hutois, c'est le cœur de la fête. Quand on sort de la messe de minuit, la fête continue à la maison. Dans les intérieurs ouvriers comme dans les maisons bourgeoises, la nuit de Noël est entourée de rites que l'église tolère, mais qui gardent un parfum très ancien. Dans la cheminée, on a préparé la grande bûche de Noël, parfois tirée d'un arbre fruitier du jardin ou d'un tronc de chêne que l'on place solennellement dans le feu, parfois après l'avoir arrosée d'un peu de vin ou de bière. Elle doit brûler longtemps, car ses braises et ses cendres sont considérées comme protectrices. On les gardera pour éloigner la foudre ou on les répandra sur les champs au printemps pour assurer de bonnes récoltes. Sur la table ou près de la fenêtre, on allume aussi un cierge de Noël. Sa flamme ne doit pas s'éteindre trop vite. Si elle meurt d'un coup, on y voit un présage de malheur. Là encore, de vieilles croyances populaires se mêlent à la foi chrétienne. Et le sapin, me direz-vous? Au début du XXe siècle, ce n'est pas encore le roi des salons. Dans beaucoup de maisons, surtout modestes, la vraie star, c'est la crèche. Inspirée de celle de Saint François d'Assise, elle occupe une table, un coin de buffet ou une petite étagère. On y dispose Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les moutons, parfois quelques santons fabriqués maison. Les enfants viennent y déposer leurs prières. Le sapin de Noël arrive d'abord dans les milieux bourgeois, inspiré par l'Allemagne et l'Alsace, tandis que les milieux ouvriers se contentent de quelques branches de houx et de gui protectrices. Issu de rites païens mêlés au christianisme, l'arbre toujours vert devient peu à peu, surtout depuis le Moyen-Âge germanique, une coutume familiale répandue en Europe et aujourd'hui surtout culturelle. Son vert symbolise la vie éternelle promise par le Christ. Sa forme en triangle, la Trinité. Les boules, la pomme du péché originel. Les lumières, Jésus, lumière du monde. L'étoile, celle de Bethléem, qui guida les mages vers l'enfant Jésus. Et les aiguilles, la couronne d'épines. Après la messe vient un autre moment sacré, le réveillon. Mais le menu dépend fortement de la bourse. Dans les familles modestes, ouvrières, on reste très près de ce qu'offre la ferme ou le jardin. On commence par un potage aux légumes du pays, pommes de terre, poireaux, carottes, choux, parfois épaissis d'un morceau de lard. Le plat principal est souvent du porc abattu à l'automne, du rôti, du lard salé, du jambon cuit ou une poule, souvent une seule pour toute la famille. On accompagne cela de grosses pommes de terre, de choux de Bruxelles, de carottes. Rien de spectaculaire, mais ce soir-là, les portions sont un peu plus généreuses. Dans les maisons bourgeoises, par contre, le réveillon prend des airs de grand dîner à la française. On commence par un potage raffiné, puis par un poisson ou des bouchées à la reine. Arrive ensuite la volaille de fête, de la dinde, de l'oie, du chapon farci, avec des croquettes, des légumes variés et des sauces riches. On termine ce repas festif avec un plateau de fromage, des desserts élaborés, des fruits frais ou confits, et voire même les toutes premières bûches pâtissières.
le tout arrosé de vin soigneusement choisi. Ce contraste entre les tables ouvrières et les tables bourgeoises marque fortement les Noëls d'alors. Il y a toutefois une douceur qui réunit presque tout le monde, le cougnou. Ce pain brioché, parfois en forme d'enfant emmailloté, représente l'enfant Jésus. Farine, lait, sucre, beurre, raisin de Corinthe, œufs. Autant d'ingrédients chers pour l'époque et qui font du cougnou un véritable luxe réservé aux grandes fêtes. On prépare aussi des bouquettes, des crêpes de farine de sarrasin, frites dans la graisse de porc et saupoudrées de sucre. Plus le budget est modeste, plus Noël se résume à ce cougnou, à ces bouquettes et à une orange ou une mandarine, alors rare et précieuse. Quand on parle de cadeaux, il faut bien se rappeler que vers 1900, ah oui, comme dans toute la Wallonie, celui qui règne, ce n'est pas le Père Noël, c'est bien évidemment Saint-Nicolas. La nuit du 5 au 6 décembre, les enfants laissent leurs chaussures ou leurs sabots près de la cheminée, avec une carotte pour l'âne et une petite goutte pour Saint-Nicolas. Au matin, ils trouvent des spéculoos, du pain d'épices, du massepain, quelques bonbons, parfois une orange ou des noix. Les enfants des familles plus aisées, eux, découvrent en plus de véritables jouets. Des poupées, des chevaux en bois, des petits trains mécaniques, des jeux de société, des livres illustrés. La Saint-Nicolas devient un marqueur social très visible. Le contenu des chaussures en dit beaucoup sur la situation de la famille. Et le Père Noël dans tout ça ? À l'époque dont on parle, il n'est encore qu'un étranger discret. Sa figure est en train de se construire ailleurs. Entre le Sinterklaas néerlandais et les traditions américaines de Santa Claus, il apparaît progressivement aux États-Unis, en Amérique, au début du 19e siècle, avec les immigrants hollandais. Mais ce n'est vraiment qu'avec les illustrations américaines de Thomas Nast, au milieu du 19e siècle, et les publicités évidemment de Coca-Cola dans les années 30, qu'il prend son image moderne. Rond, barbu, vêtu de rouge et blanc, joyeux. Devenant une figure emblématique et mondialement reconnue, résidant au pôle Nord, visitant les maisons la nuit de Noël pour distribuer les cadeaux. En Belgique, ce personnage commence à apparaître dans certaines images et vitrines après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les familles ordinaires, on ne parle guère de lui. Les cadeaux de fin d'année sont attribués à Saint-Nicolas, parfois au Petit Jésus, mais beaucoup plus rarement à un Papa Noël. Il faudra attendre l'essor du cinéma, de la publicité et des grands magasins pour que le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui s'installe vraiment dans nos foyers. Noël en 1900, ce n'est donc pas seulement un repas et quelques cadeaux, c'est toute une ambiance de sociabilité. On chante des Noëls en français ou en wallon à l'église, mais aussi dans les rues et les maisons. Quand on compare ces Noëls d'autrefois à ceux d'aujourd'hui, le contraste est frappant. La dimension religieuse qui structurait la fête s'est affaiblie, même si la messe de minuit attire encore des croyants. Le réveillon s'est uniformisé, foie gras, saumon fumé, dinde farcie, bûches glacées, quelle que soit la région. Le sapin, désormais décoré de guirlandes électriques et chargé de décorations achetées, a supplanté la bûche de bois et parfois même la crèche. Certains éléments demeurent. On mange toujours des cougnous, on se retrouve en famille, on offre des cadeaux aux enfants, on décore les rues du centre-ville. Et derrière l'invasion des publicités et des vitrines, l'idée d'un moment de lumière au cœur de l'hiver, d'une pause où l'on se souvient des absents et où l'on resserre les liens reste très proche de ce que vivaient les Hutois de 1900. Merci de m'avoir suivi à travers le temps. Merci de m'avoir suivi pour cette première année d'Éco de Oui. On vous réserve encore plein de bonnes surprises pour l'année 2026. Joyeuses fêtes et bonne année.